Bonjour, aujourd'hui nous allons continuer notre cours sur l'environnement des transports et nous allons découvrir le transport aérien. Le transport aérien fait partie des modes de transport les plus utilisés pour le transport de passagers. Mais il est très utilisé également pour le transport de fret. On a cette image du transport aérien pour le voyageur, pour le passager, mais il y a aussi cette partie importante du fret, comme la messagerie ou d'autres types de marchandises qui peuvent être envoyées dans l'avion. C'est vrai que la part du fret aérien est beaucoup moins importante que le fret maritime, mais il est important, d'en parler. Alors il faut ici, avant de parler, du, transport aérien, des, types d'aéronefs, et de l'infrastructure, aéroportuaire, il faut parler du cadre institutionnel du transport aérien. Les institutions, du transport aérien sont bien évidemment internationales de par la nature du transport aérien. Il ne peut pas y avoir de réglementation purement nationale et je vous renvoie à ce qu'avait dit le doyen Ripper, c'est qu'il fallait une législation, internationale du transport aérien puisque chaque fois qu'un aéronef passe, un pays, il est au-dessus d'une législation. Et dès le début, il y a eu des conventions internationales sur le transport aérien avec la convention de Varsovie dans les années 20. S'en est suivi la convention de Chicago en 1944 et la dernière, la convention de Montréal. Bien évidemment, il y a eu d'autres conventions, des protocoles additionnels, mais je ne les évoquerai pas ici. Alors, il faut une institution internationale qui va uniformiser la réglementation, les normes de sécurité pour le transport aérien. Et donc, c'est une institution qui est liée aux Nations Unies, qui a été créée en 1944 avec la Convention de Chicago, qui est l'Organisation internationale de l'aviation civile. Elle collabore avec 193 États, ça veut dire presque tous les États du monde, sauf que les États qui ne sont pas membres de l'ONU, de l'ONU ne sont pas rattachés à l'OACI. Et donc l'OACI émet des directives, elle établit des normes en matière de transport aérien au niveau de l'aviation civile. Donc cela ne concerne pas l'aviation militaire qui est liée aux États et qui touche à leur souveraineté. Donc ces normes, elles sont utilisées pour garantir la sécurité des vols, la sécurité des passagers, la sécurité aussi des choses, des individus sur la planète entière parce que un crash d'avion, ça cause des dégâts également au sol. Donc c'est une responsabilité qui est d'autant plus importante vu la spécificité de ce mode de transport qui se fait par les airs. Il y a plus de 100 000 vols quotidiens dans le monde et le transport aérien, au fait de cette rigueur de la réglementation, est devenu le mode de transport le plus sûr du monde. Ainsi, les États et les compagnies aériennes doivent respecter les normes édictées par l'OACI. Mais pas seulement, vous avez les constructeurs aéronautiques, leurs sous-traitants, certains nombres d'entreprises qui construisent des aéronefs ou qui fabriquent des pièces pour les aéronefs sont soumis à la réglementation de l'OACI. Au niveau national, vous avez aussi des organisations régionales, pour, l'aviation civile. Vous avez au niveau africain, vous avez, l'Agence européenne de l'aviation civile, vous avez, aussi des associations des transporteurs aériens qui sont également liées par la réglementation de l'OACI, par exemple l'IATA qui est l'Association internationale des transporteurs aériens. Et donc c'est une organisation qui s'impose à tous ceux qui travaillent de près ou de loin au transport aérien. Chaque État dispose d'une institution qui est propre au transport aérien.
Pour le cas du Maroc, on a la DAC qui est la direction de l'aviation civile. En France, vous avez la DGAC qui est la direction générale de l'aviation civile, mais c'est exactement la même chose avec une structure qui est liée au ministère des Transports et de l'Équipement, comme on avait vu dans les autres modes de transport. Quel est le rôle de la direction de l'aviation civile au Maroc? Elle doit d'abord gérer les infrastructures. Elle est en charge également de la navigation aérienne. Il faut savoir que les avions, quand ils volent, ils respectent des règles de circulation aérienne. Vous avez également des réglementations spécifiques à l'aviation, aux aéronefs, mais également aux activités aéroportuaires. Donc, ça veut dire pour les ports. Et donc, l'ONDA est soumise à cette réglementation. La DAC veille à transposer et à faire appliquer les normes qui ont été édictées dans les conventions internationales, mais également au niveau de l'OACI avec les recommandations. Elle va mettre en place les directives du ministre des Transports pour tout ce qui est mise en place des infrastructures du transport aérien. Au sein de la direction de l'aviation civile, vous avez également la direction de l'aéronautique civile. Et là, c'est un département qui est destiné à l'aéronef en lui-même. C'est la sécurité des avions. Ça va plus loin que ce qu'on avait vu tout à l'heure. C'est concernant les normes de sécurité des avions, les normes de sûreté qui sont également adaptées au niveau de l'OACI. Vous avez également des systèmes de coopération avec les autres États ou les autres organisations internationales. Également, la direction de l'aéronautique civile va planifier les infrastructures aéroportuaires, les transformations des aéroports, la réglementation, par exemple, en matière de pollution. Tout ça, ce sera au niveau de la direction de l'aéronautique civile. Aussi, vous avez les normes par rapport au niveau des aéroports. Si l'OACI édicte de nouvelles normes au niveau des aéroports, ce sera le rôle de la direction de l'aéronautique civile. Ensuite, vous avez un autre département, une autre direction qui est là, heu, il a plus la vocation de gérer le transport, aérien en accompagnant les compagnies aériennes, en mettant en place des politiques d'attractivité des compagnies aériennes, comme ça serait pour le cas pour le Maroc. Vous avez également, la mise en place des lignes, aériennes, la gestion, des autorisations, pour les compagnies aériennes, pour les opérateurs, pour tous ceux qui ont de près ou de loin une activité qui sera liée au transport aérien. Elle surveille également les données liées au transport aérien, donc les statistiques où on connaît par exemple le nombre de passagers et tout ça. Tout ça, ça dépend de la direction du transport aérien. On avait déjà Je pense pas qu'on avait encore évoqué ça, c'était, on avait vu l'ANEP, qui est l'Agence nationale des ports et vous avez son versant au niveau du transport aérien avec l'Office national des aéroports, l'ONDA. Alors il faut savoir qu'avant, à Casablanca, il y avait 2 aéroports et en 1981 a été créé l'Office des aéroports de Casablanca avec la loi 2579 qui va donner une autonomie à cet office, une autonomie administrative et financière pour mettre en place la gestion des aéroports. En 1990, il y a eu un changement de statut. La loi 1489 a instauré l'Office national des aéroports. Vu la multiplication des aéroports, il a fallu avoir une vision nationale de la gestion, des aéroports et donc a été créé l'ONDA. L'ONDA, son rôle est d'assurer la sécurité dans les aéroports, d'entretenir et de développer
tous les aéroports, je dis bien civils, d'accord? Parce que les aéroports militaires sont gérés par le ministère de la Défense. Également, tout ce qui concerne la gestion des passagers, la gestion du fret aérien, la gestion également de la messagerie, tout ça, c'est lié à l'ONDA parce qu'elle doit mettre en place des infrastructures qui sont spécifiques pour les bagages, pour les passerelles, pour des zones avec des aérogares et des zones de stockage, d'accord, pour la marchandise, par exemple. L'ONDA collabore également avec des organismes internationaux pour gérer le trafic aérien. Également, elle est en charge de la formation des ingénieurs aéronautiques, des contrôleurs et tous ceux qui sont liés à la sécurité, aérienne. Donc elle est en charge de la formation de tous ces professionnels de l'aviation civile. Alors, on va s'intéresser aux acteurs du transport aérien. On verra les premiers acteurs, ce sont les aéroports. Vous avez les constructeurs aéronautiques, vous avez les compagnies aériennes et vous avez les sociétés d'assistance et de handling qu'on trouve à l'aéroport. Alors, vous avez la liste des aéroports marocains. Donc, vous avez des aéroports qui sont des aéroports nationaux. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas recevoir d'avions internationaux, de vols internationaux. Donc, ça aussi, c'est lié, comme pour les ports, à une question de capacité. Vous avez des aéroports qui ne font que du transport local. Vous avez aussi des aérodromes qui font ce qu'on appelle de l'aviation d'affaires, donc pour les Cessna, les jets privés, qui font aussi du sanitaire ou du transport de VIP, ce qu'on appelle le taxi aérien. Et vous avez d'autres aéroports qui sont là des aéroports internationaux. L'aéroport, c'est une ville dans la ville. Il dispose de ses propres infrastructures, avec un personnel qui est abondant dans les aéroports. Ça va de la sécurité à l'enregistrement, à la gestion des bagages, à la gestion de la piste, aux contrôleurs aériens. Vous avez également les PNT qui sont le personnel navigant technique, qui sont les pilotes. Vous avez les PNC, le personnel navigant commercial, ce sont les hôtesses de l'air et les stewards. Vous avez les personnes qui sont en charge du ravitaillement des avions. Vous avez ravitaillement au niveau du kérosène. Vous avez aussi toute la partie qui concerne la sécurité de l'aéroport et là qui est faite par la police de l'air et des frontières. Vous avez une multitude d'intervenants au sein de l'aéroport avec chacun des fonctions qui sont particulières. On avait dit que les premiers acteurs, c'est vrai que c'est les aéroports, mais il ne pourrait y avoir de transport aérien sans les compagnies aériennes. Alors ici, vous voyez sur ces images, j'ai décidé de parler des compagnies aériennes marocaines. Vous avez la compagnie nationale Royal Air Maroc. Vous avez RAM Express qui fait les vols intérieurs avec les ATR. Et ici, vous avez la compagnie Air Arabia qui est une compagnie, une filiale marocaine d'une société mère qui se trouve à Sharjah, aux Émirats. Là, sur cette photo, vous voyez des constructeurs aéronautiques. Je n'ai pas donné tous les constructeurs, mais vous connaissez très bien le duel entre Boeing, qui est un grand constructeur aéronautique américain, et vous avez Airbus, qui est un constructeur aéronautique français, italien, allemand. C'est un consortium. Mais à l'origine, c'est vrai que c'était français avec le siège à Toulouse. Là, vous avez une compagnie, un constructeur aéronautique Embraer, qui est brésilien et vous avez des Embraer dans la flotte de la Royal Air Maroc. Ici également, vous avez l'ATR qui est un constructeur aéronautique qui fait des avions à hélice. Donc là, vous voyez ici, ce sont des avions à réaction.
parce que vous avez des moteurs, des moteurs, à réaction ici et là, vous avez des avions à hélice pour le transport, interne. Embraer fait, des avions d'un peu plus grande capacité que ces avions de VIP, d'accord? Mais, ça reste que, ce sont des avions de petite à moyenne capacité qui n'ont rien à voir avec les gros porteurs de chez Airbus et Boeing. Boeing, vous avez le Dreamliner qui est qui est la plus grande capacité et l'Airbus, vous avez l'A380. Alors, on a parlé, des avions et là, vous avez, les avions qui sont dédiés uniquement au fret, d'accord? Les avions qu'on a vus précédemment, c'était essentiellement du transport de passagers. Ici, vous avez, par exemple, des avions de DHL, de FedEx qui ne font que, de la messagerie. Ça veut dire que ici, vous n'avez pas de siège où il y a des passagers, vous avez uniquement ces petits, ballots, ces petits conteneurs où il y a, des colis et du pli. Ça veut dire du courrier. Le transport aérien de personnes, donc ce sont, des avions. Ici, vous avez le Dreamliner, le 787. Ici, vous avez un A320, d'Airbus, pour la flotte d'Air Arabia et vous allez comprendre que les compagnies aériennes choisissent en règle générale le même constructeur pour tous leurs avions. Diversi Il n'y a pas de diversité trop importante de la flotte parce que ça a un coût au niveau de la maintenance. Donc on uniformise, on prend des avions, toute une compagnie prend des Boeing parce qu'elle sait qu'il y a le suivi, donc du constructeur. Également l'entretien qui se fera, auprès, des mêmes, auprès des mêmes constructeurs. Alors là, vous avez, ici, c'est le schéma de l'aéroport de Nantes. J'ai pas trouvé de schéma qui corresponde, à l'aéroport de Casablanca ou l'aéroport de Rabat. Par contre, ils ont à peu près la même, structure, parce que ce sont des normes et des exigences qui ont été vues au niveau international, donc édictées par l'OACI et donc, c'est simplement une transposition de ces normes en droit, interne et vous avez également la même structure. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a, déjà, ce qu'on appelle un aérogare ici, d'accord? Donc là, c'est là où, les passagers arrivent, pour, enregistrer leurs bagages. Ensuite, ils, passent, la sécurité, et ensuite ils, arrivent via des passerelles. Bon, c'est pas forcément le cas. Parfois, vous avez des passagers, qui viennent en autobus quand il faut passer, d'un terminal à un autre. Des fois, ça peut se faire via des trams, ou plutôt un train qui, emmène, les passagers, sur un autre terminal quand c'est très espacé. Donc voilà, vous avez ici donc la zone où les avions, sont stationnés. Il faut savoir qu'ici, chaque avion a une place qui lui est dédiée et donc les compagnies aériennes payent aux aéroports des frais qui sont liés à l'exploitation, de l'aéroport. Ici, vous avez une zone, qui s'appelle la zone de dégivrage. Donc les avions, en fait, quand ils arrivent, ou quand ils décollent, on est obligé de les dégivrer parce que sinon il y a un risque, qu'ils chutent parce qu'en altitude, la température baisse. Donc ici, c'est le taxiway, d'accord? Pour arriver à la piste de décollage ou d'atterrissage. Vous avez également des zones qui sont liées, vous avez un héliport. Bon ça c'est pas tout le temps le cas, mais vous avez un héliport. Vous avez également aussi, la sécurité. Donc, obligatoirement vous avez, la sécurité incendie qui doit être présente. Vous avez également ici, la partie qui est liée à la lutte contre les nuisances
sonores, les nuisances, des oiseaux et donc là, tout ce qui est, hem, oiseaux, ils sont obligés, de les effrayer avec, du son pour qu'ils ne puissent pas rester et rentrer dans les réacteurs d'avion. Donc ici, vous avez également, toutes les lumières, d'accord? Ici, vous avez des lumières, donc c'est une forme de balisage. Alors cette partie-là, c'est un service qui est dédié pour éloigner les oiseaux des pistes, pour éviter qu'ils n'entrent en collision avec les réacteurs des avions et donc là qui entraîne, le crash de l'avion. Ici, vous avez la zone, pour, l'avitaillement, donc tout ce qui concerne, le kérosène. Heu, vous avez également des clôtures de protection, d'accord? Parce que l'aéroport, il faut que ce soit une zone sécurisée. Il faut qu'il y ait, des aides, visuelles des pilotes, quand ils vont décoller, avec des lumières sur le sol, d'accord? Là aussi, d'accord? C'est des aides. Vous avez également, la partie sur, ici que j'ai pas évoquée, mais que je voulais laisser en dernier, c'est la tour de contrôle. Donc à l'intérieur, vous avez, des contrôleurs aériens qui vont donner l'autorisation à l'avion d'atterrir ou pas. Ou lui dire d'atterrir et d'atterrir sur telle piste. Parce que là, vous voyez qu'une seule piste, mais dans un aéroport, il y a plusieurs pistes. D'accord? Et pour éviter que les avions entrent en collision, c'est le rôle du contrôleur aérien. Alors, l'aérogare. Donc, l'aérogare, c'est à la fois un espace commercial où vous avez, vous pouvez, les passagers peuvent faire du shopping et puis c'est une zone aussi de transit pour les passagers, qui sont en escale et donc quand ils sont en escale, ils restent dans ce qu'on appelle une zone, internationale et ils doivent également faire d'autres formalités de police pour passer d'un vol à un autre. Ensuite, vous avez la partie où il y a l'embarquement l'enregistrement des bagages, la police aux frontières et la fin de l'aérogare se termine avec l'embarquement, dans l'avion. Même la passerelle, ça reste encore de l'aérogare. Sur cette image, vous voyez, la tour de contrôle. Donc la tour de contrôle, c'est cette personne-là qui va dire à l'avion de se mettre à telle altitude pour descendre et ensuite arriver à telle piste. Il guide le pilote pour arriver, et pour atterrir, dans l'aéroport. Il faut savoir que, il y a un timing à suivre et les contrôleurs aériens, du fait qu'ils sont obligés, d'avoir une grande concentration, pour, donner l'ordre, des avions, les ordres de passage des avions, ils ne doivent pas travailler d'une manière, intensive. Donc pour garder cette concentration, ils ont des heures de travail qui sont limitées et c'est vrai que le la pression est importante. La piste de décollage, donc comme vous avez vu tout à l'heure, il n'y a pas une seule piste de décollage dans un avion, il y en a plusieurs puisqu'il y a des pistes de décollage et les pistes d'atterrissage et chaque avion reçoit cette autorisation pour décoller venant de la tour de contrôle. Donc là, vous voyez ces rampes lumineuses qui servent aussi de guidage, de la piste, quand il faut atterrir ou décoller. La zone de dégivrage qu'on a vue tout à l'heure. Donc ici, quand l'avion, atterrit, ou quand il va, décoller, on met une espèce de couche de ce produit pour éviter que l'avion s'alourdisse avec du gel, en fait, avec de la glace. Et donc ça, les aéroports doivent obligatoirement être dotés de ces zones de dégivrage. L'aire de trafic qu'on a vu tout à l'heure, c'est là où, l'avion est en stationnement et il attend de récupérer ou, de faire descendre ses passagers. Donc ça, c'est des passerelles, qui permettent de relier l'avion à l'aérogare. Parfois, les passagers, descendent directement, des escaliers,
de ces escaliers-là sur la piste et il traverse pour aller directement à l'aérogare. Mais vu quand vous avez des aéroports où le flux est important, ce bras-là, d'accord, est obligatoire pour acheminer les passagers directement dans l'aérogare sans qu'ils ne marchent sur les pistes. Ces rampes lumineuses qu'on a évoquées tout à l'heure, prennent ces formes-là, d'accord? Donc vous avez là pour permettre le guidage, des avions. Aussi, ces oiseaux qui peuvent constituer un danger pour, les aéronefs, c'est le rôle de l'aéroport de, les éloigner avec, des nuisances sonores, donc un bruit pour empêcher, les oiseaux d'être à proximité en fait, des pistes, plutôt parce que l'aérogare c'est assez loin, mais, de les éloigner des pistes et donc vous avez ces véhicules-là qui diffusent un bruit sonore et qui roulent sur les pistes pour éloigner, les volatiles quoi, les oiseaux. Alors, on a parlé de tous ces acteurs du transport aérien, on a parlé de l'aéroport, de sa structure, on a parlé des pilotes, des PNC. Maintenant, on va s'intéresser aux gens qui travaillent dans, l'aéroport. Vous avez ce qu'on appelle l'agent de handling. Alors le handling, c'est tous les services qui sont mis à la disposition tant des passagers que des compagnies aériennes. Les compagnies aériennes ont besoin de personnel dans l'aéroport pour enregistrer les passagers, pour prendre en charge leurs bagages, pour tout ce qui est vente et opérations commerciales liées aux billets d'avion. Il faut aussi des représentations des compagnies aériennes. Des compagnies peuvent être représentées, d'autres vont faire sous-traiter, externaliser cette représentation des compagnies aériennes. Et également, il faut gérer les passagers, que ce soit pour l'embarquement ou pour le débarquement. Et donc, toute cette activité-là, on l'appelle l'activité de handling. Il y a aussi donc c'est ce handling de gars, qui est plus concentré dans l'aérogare, qui est visible et puis vous avez aussi le handling de piste, de personnes qu'on ne voit pas de prime abord quand on est, passager, mais qui ont un rôle déterminant dans la gestion des vols, au quotidien. Vous avez ce qu'on appelle la coordination de la touchée ou aussi coordinateur de vol ou de la technique. Donc ça, c'est, tout ce qui concerne la mise en place des bagages, aussi le vérifier le poids, des bagages et aussi leur disposition pour qu'ils soient centrés dans la soute, de l'avion. D'accord? Vous avez également les opérations de marshalling. Ce sont des, personnes qui détiennent des bâtons lumineux pour guider l'avion, pour, le mettre sur le taxiway. Donc, voilà, c'est le guidage au sol des avions. Vous avez également le remorquage des avions et le repoussage des avions. Donc un avion qui est remorqué ou poussé, c'est pas forcément un avion qui est en panne. On l'appelle cette, espèce de machine qu'on voit qui pousse les avions parce que les avions ne peuvent pas faire de marche arrière. On appelle ça le pushback et donc ça aussi, c'est ce qu'on appelle du handling de piste. Le transport des équipages ou que ce soit, des passagers par la passerelle ou par le bus, ça rentre aussi dans le cadre du handling de piste. Le handling aussi, on le voit uniquement aussi du côté, de la gestion des bagages. Oui, le handling, c'est les bagages, mais pas seulement, c'est ce qu'on a vu aussi, précédemment. Donc c'est pour ça que je termine avec le handling de piste, parce qu'il permet, de trier les bagages en fonction de la destination et de l'avion. Le transport en piste des bagages, d'accord? Et vous avez le chargement et le déchargement des bagages. Ça aussi, c'est une société de handling qui va, procéder à ces opérations. Donc là, vous voyez, le pushback, qui met, l'avion, heu, sur la piste, d'accord? Sur le taxiway pour qu'il puisse décoller, d'accord? Il n'y a pas de marche arrière dans les avions, donc c'est lui qui, a ce rôle. Donc vous voyez, cette personne qui pousse l'avion avec le pushback et cette personne qui, assure la sécurité, de l'aéronef.
Également, donc ça, c'est le marshalling qu'on a vu tout à l'heure pour le guidage des avions. Et là aussi, pareil, ça fait partie du handling. C'est le fait d'installer des passerelles, d'installer des passerelles, mais également des escaliers qui sont amovibles pour permettre la descente des passagers de l'avion. Donc le transport aérien, c'est un environnement international, institutionnel. C'est un environnement aussi qui repose beaucoup sur le capital humain, parce qu'il faut des intervenants à tous les niveaux, que ce soit au niveau des compagnies aériennes jusqu'au niveau de la piste, et également des infrastructures qui sont liées au transport. C'est une activité hem, qui en fait recrute énormément de personnes parce que de plus en plus les compagnies aériennes augmentent, leurs avions. Même s'il y a eu un passage à vide avec le Covid et qu'il y a eu des compagnies aériennes qui ont fait faillite, d'autres qui ont été obligées de licencier, il n'en reste pas moins que hem, c'est un secteur qui recrute. Plus il y a de passagers, plus il y aura de personnel au sol, là pour gérer, les passagers aériens. Donc il y a une multitude de métiers, que ce soit au niveau du handling de piste, que ce soit au niveau du PNC, des PNP, ou que ce soit également au niveau des aéroports, de la gestion dans les aérogares et même de la sécurité. Donc voilà pour cet environnement du transport dédié à l'étude du transport aérien. Je vous remercie beaucoup pour cette séance et je vous dis à la prochaine. Au revoir.